Okay, well, thank you very much for also playing the song. Oui, un grand merci. Très grand merci de ma part. Également, merci d'avoir joué cette chanson qui me tient à cœur. C'est une chanson que j'ai écrite moi-même. Et je crois que la chanteuse, certainement, cela lui aurait fait plaisir que cette chanson, justement, passe lors d'une cérémonie de remise du prix Maria Buchinger. Donc, moi, je connaissais déjà la clinique de Maria Buchinger depuis un certain temps, et parce que j'avais contact avec Françoise, et donc c'est un lieu éminent quand il s'agit de mettre en avant le sujet du jeûne thérapeutique. Donc, c'est pour moi un grand honneur d'être ici aujourd'hui. Nous travaillons ensemble depuis déjà un bon bout de temps, mais je crois qu'à l'avenir, nous allons en faire encore plus. Il y aura encore plus de coopération sur le plan clinique également, et je crois que cela est décisif dans ce contexte. C'est pourquoi je suis vraiment émue et je suis très heureux d'être ici pour accepter ce prix. Cela m'ouvre de nouvelles perspectives dans la coopération. Merci. Bien sûr, nous sommes tous touchés par le sujet du vieillissement, de la longévité, parce que tout un chacun se penche là-dessus. Et comme Françoise a déjà dit, quand elle m'a présenté, eh bien, j'étais musicien et ensuite j'ai participé à une étude biologique, et j'étais également membre d'une marching band, donc c'était une fanfare en fait, membre d'une fanfare aux États-Unis. Et puis donc tout d'abord j'avais fait autre chose, mais ensuite venait justement la science qui venait m'intéresser, et tout d'un coup j'ai découvert qu'il y avait là une possibilité de poursuivre une maladie non de manière isolée, mais de regarder l'ensemble du spectre qui était là. Donc si vous voulez, de la musique, je suis venue à la biochimie et ensuite au grand domaine du vieillissement, de la gérontologie. Donc, en fait, je me suis demandé qui est donc la personnalité éminente quand on parle de la gérontologie. Eh bien, et donc, c'était en 1992, c'était il y a 21 ans, c'était Roy Wolford à l'université UCLA. Donc, finalement, c'était une personnalité très intéressante. C'était un bon médecin bien établi. Il a travaillé dans le domaine de la pathologie, mais il était également un des pionniers dans la restriction calorique qu'il a déjà pratiquée il y a 40 ans. Donc, c'est lui qui avait donc prôné la méthode de réduire l'apport calorique de 30%. Donc, il n'a pas prôné le jeûne, mais la réduction calorique. Il était quelque part dans le désert, en Arizona, un terrain qui s'appelle Biosphere 2. Et donc, il y a ici quelques personnes, donc 8 personnes qui habitaient là-dedans, dans cet habitat artificiel, et il s'agissait de réduire leur apport calorique. Toutes les personnes qui ont participé à cette étude vivaient dans un environnement très contrôlé, et Wolford, donc, cela lui donnait l'occasion de contrôler et d'analyser de près ce qui se passait. Donc, si vous voulez, c'était donc une étude sur donc une restriction calorique très contrôlée. Et à l'époque déjà, on savait que donc un régime à réduction calorique avait fait des effets positifs, ce qui a déjà été prouvé par des études, des essais avec des animaux comme les rongeurs, par exemple les souris, les rats, etc. Donc on a vu que la réduction calorique était importante pour la réduction des maladies comme donc les maladies cardiovasculaires, le cancer, l'hypertonie, etc. Donc finalement, c'était les premiers débuts. Malheureusement, c'est difficile à lire, mais je vais vous expliquer. Voilà, maintenant c'est mieux. Alors ici, vous voyez les 8 personnes qui ont participé à cette expérience donc, du laboratoire Biosphère 2 dans le désert d'Arizona. Ensuite, 2 ans plus tard, quand ils ont quitté le laboratoire. Donc là, si vous regardez la tension artérielle, par exemple, il y a donc là, ici, des effets énormes, de même pour la glucose, de même pour l'insuline, etc. Donc, vous voyez cette descente, cette réduction énorme
Donc, vous voyez, alors ici, des valeurs incroyables qui descendaient en dessous de 90 pour la valeur systolienne. Donc, finalement, c'était très important. Et puis, on voyait que cette idée avait des effets, qu'elle portait ses fruits. Et cela valait pour pratiquement toutes les maladies qu'on avait analysées. Donc, et si l'on dénigre cela, on prend une voie erronée. Donc, finalement, il est important de dire que ce n'était pas sous des conditions réelles, parce qu'on a vécu dans un laboratoire isolé du reste du monde. Alors ici, vous voyez, monsieur le docteur Walford, avec, voilà, là, il a l'air encore à droite, il a l'air très sain, et à gauche, on l'a vu dans des situations ou conditions de vie sous biosphère 2, donc vous voyez comme il a changé. Donc, si vous voulez, il n'a pas l'air très sain, il n'a pas l'air très attrayant, mais on voit les effets. Donc, qu'est-ce que cela veut nous dire? On voit que c'est un contexte très complexe, très compliqué, et cela est aussi très important pour le jeune. Donc, pour pouvoir l'établir en tant que thérapie de traitement bien établie, il faut considérer tous les effets négatifs, les effets positifs. En fait, on pourrait essayer de cacher les effets négatifs, mais cela n'est pas une solution. Donc, il faut surtout miser sur la transparence. Alors ici, vous voyez une étude de longue durée sur 30 ans appliquée sur des singes. C'était un des étudiants de M. Walford, Richard Wyfront, et lui, il a donc essayé d'analyser les effets du jeûne dans le monde des animaux. Donc, savoir qu'est-ce qui se passe quand on implémente une restriction calorique. Donc, vous voyez, les effets sur les singes, c'était beaucoup moins de maladies, moins de diabète, moins de cancer, moins de maladies cardiovasculaires. Et si vous regardez le taux de décès, de mortalité, vous ne voyez pas de grande différence. En fait, on constate qu'on ne trouve pratiquement pas de différence statistique. Et cela rejoint justement l'image dessinée par Walford. Donc, si l'on justement pratique ce système, on a les deux effets, les bons et les mauvais. Donc, nous savons de beaucoup d'études qu'il y a un niveau absolu et qu'il y a donc toujours une bonne et une mauvaise méthode pour apporter des solutions. Donc, alors, bien sûr, une solution, c'est de beaucoup manger. C'est ce que fait la majorité de la population de la planète et eux, on a des problèmes ensuite. Ensuite, on peut également opter pour une autre solution, c'est de dire, je réduis l'apport calorique. Donc, là aussi, cela peut apporter des problèmes au niveau voilà, cardiaque, et l'hypotonie, etc. Donc, il y a toujours les deux. Ça s'exprime également au niveau des études que l'on a fait sur les singes. Donc, peut-être, alors, ils ne vivent pas plus longtemps, mais ils vivent mieux. En tout cas, c'était le cas pour les singes. Ensuite, on s'est demandé quels étaient les mécanismes derrière. Quels sont les éléments clés dans une réduction calorique? Alors, tout d'abord, il faut identifier les composants d'un régime. Ensuite, il faut analyser les gènes et les mécanismes qui travaillent. Alors, comment et pourquoi ces gènes contrôlent l'effet du vieillissement et également donc l'influence sur les cellules? Alors, beaucoup d'entre nous ont commencé à faire des recherches au début des années 90. On a surtout fait des recherches sur les souris. On a comparé les souris jeunes avec les souris vieilles, etc. Et finalement, ça nous a mené nulle part, cette approche. C'est pourquoi certains d'entre nous ont décidé donc, de passer du laboratoire de Walford à un laboratoire en biochimie pour choisir une autre approche. Et puis, les jeunes qui se sont engagés, ils étaient très forts. Ils ont dit, alors, allons prendre donc les protozones. Donc, alors, parce qu'on a ce système donc, plus multicellulaire chez l'homme, chez la souris, c'est beaucoup trop complexe. Donc, il faut choisir un organisme monicellulaire comme les protozoaires. Et donc, chez une souris, on a toujours un organisme complexe, la génétique, l'environnement. Mais si l'on prend et si l'on regarde un organisme unicellulaire, ça c'est plus simple. Donc là, vous prenez une levure, vous regardez donc la cellule mère, la cellule fille, donc qui sont développées. C'est un système simple. C'est un système qui nous permet de donner des réponses à des questions comme pourquoi ou
quel gène contrôle le vieillissement, par exemple. Donc, mon approche, c'était donc de choisir la levure parce que les levures existent plus longtemps que l'être humain. Et il y a des milliards de millions d'années de l'évolution derrière les levures. Donc ensuite, en parallèle, il faut regarder l'évolution humaine. Donc les levures ont bien sûr vécu beaucoup moins d'évolution révolutionnaire. Donc c'est toujours des protozoaires. Et donc cela nous permet d'étudier le phénomène du vieillissement sur un système simple. Et pour moi, il était plutôt question d'analyser le processus du jeûne que le processus de la réduction calorique. Alors, il fallait se demander qu'est-ce qui se passe quand on ne donne plus rien à manger à la cellule. Donc, il n'y a plus un seul apport calorique. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ces levures, elles vivent beaucoup plus longtemps. Alors, je me suis demandé pourquoi. Ce qui est intéressant sur la levure, eh bien, c'est la chose suivante. Il faut savoir que beaucoup de personnes travaillent dans la génétique, dans la biologie moléculaire. Et donc, il y a là, donc ici, une molécule qui s'appelle RAS. Et il y a un domaine qui s'appelle RAS. Et il y avait beaucoup de pionniers qui ont déjà travaillé dans ce domaine. Donc, on avait des premières expériences, on savait ce qu'il fallait utiliser. Donc, ici, vous avez ici la glucose que vous apportez et vous avez également des agents mutants qui sont actifs ici, à ce niveau-là. Donc, nous avons donc permis à certains organismes l'apport de nourriture, mais on a isolé un seul gène pour l'analyse. Et donc, alors, on a constaté que si l'on isolait le gène ou si l'on enlevait le gène RAS2, la cellule vivait 2 fois plus longtemps. Donc, alors, je vais vous essayer à vous expliquer ce système. Alors, pourquoi la levure, elle vit plus longtemps? Donc, il y a ici des facteurs de transcription. Donc, vous avez tout d'abord le niveau supérieur. Ensuite, vous avez les facteurs de transcription qui contrôlent beaucoup de gènes différents. Vous avez donc ici des exemples, comme le docteur Michalsen vous l'a expliqué. Il y a ici le contrôle du facteur de transcription CCTA, DDR2 et HSP, etc. Donc, ce sont ces facteurs qui peuvent limiter les dégâts au niveau des cellules. Et ce sont des mécanismes qui protègent également les protéines. Donc, si vous avez un organisme simple, il vous faut toujours un programme qui doit se dérouler, par exemple, un programme qui se déroule, la glucose, qui active le gène RAS, par exemple, etc. Donc, et si vous éliminez tous ces facteurs de transcription, vous n'avez plus justement ce facteur qui assure une longévité accrue. Alors ici, nous avons détecté également une proximité entre les vers et les levures. Ce sont donc 2 groupes que l'on compare depuis des années. Cela veut dire si les vers et les levures arrivent à vivre plus longtemps en appliquant les mêmes stratégies, cela pourrait dire que également au niveau de l'être humain, il y a ces mêmes mécanismes. Donc vous avez le RAS, vous avez le PKA, etc. Donc PKA, donc finalement, ce sont des facteurs qui conditionnent la longévité d'une cellule. Si vous voulez, c'est le programme qui se déroule derrière ce concept. Si vous regardez les vers, vous avez donc tout d'abord l'insuline, vous avez les différents récepteurs. Voilà, un récepteur qui s'appelle DAF2. Ensuite, vous avez une transduction de signaux qui s'appelle AGE1 et AKT. Eh bien, vous avez exactement la même procédure que pour les levures. Donc, si vous enlevez le facteur contrôleur qui s'appelle DAF16, vous avez à nouveau le même effet. Donc, le DAF16, c'est en fait le facteur qui contrôle le vieillissement d'une cellule. Donc, un des points forts de cet organisme simple qui est une levure, c'est de pouvoir faire des screens. Donc, de faire des analyses approfondies et vous pouvez analyser l'ensemble du DNA. Donc, on observe des mutations. Alors, on se demande
quels sont les facteurs clés pour la protection des cellules et pour la longévité des cellules? Donc, alors, on ne peut plus dire ce qui est correct, ce qui est faux. Parce qu'à ce moment-là, on a une stratégie à suivre. Ensuite, il y a également des résistances qu'il faut regarder. Résistance à la chaleur, résistance au stress oxydatif. Donc, ce sont des mécanismes à base desquels on peut générer des mécanismes de protection. Et finalement, au bout du compte, ça vous donne une hypothèse. Et donc, nous avons ici une procédure qui montre que si tous ces facteurs-là sont réalisés, on peut tripler la longévité des cellules. Donc, grâce à ce facteur, nous sommes capables de générer une super levure. Les études d'autres chercheurs nous ont montré qu'il existe donc une protéine, donc en fait une acide aminé ou une protéine qui réagit aux acides aminés qui déclenche ce processus. Donc vous avez donc une activation de ce processus. Donc après 20 ans de travail, nous avons pu élaborer ce programme donc pour suivre l'ensemble de cette procédure qui active le RAS, le PKA, et les acides aminés que vous voyez en haut. Donc, c'est une activation de différents facteurs. Ensuite, vous voyez ici le SCH9. Et il faut mettre ensemble ces deux voies-là. Et ensuite, vous avez l'effet RIM15 et les facteurs de transcription. Donc maintenant, ça commence à ressembler à un vrai réseau. On a trouvé que ce n'est pas limité à 2 gènes, non, qu'il s'agit d'un véritable réseau de facteurs qui interagissent pour contrôler l'absorption de nourriture. Et maintenant, nous comprenons quels sont les facteurs qui entrent en jeu quand il s'agit d'une réduction calorique, par exemple, ou d'un jeûne total. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un tel cas? Quand on a donc une réduction calorique, comme Françoise nous l'a dit, on peut s'attendre à une multiplication de la longévité des cellules par 10. Donc c'est fantastique. Alors on peut dire que si ça marche avec les levures, ça ne veut pas dire que ça marche aussi avec les mammifères. Et donc, nous avons fait ces mêmes études au niveau de souris. Donc, finalement, on a constaté que ça fonctionne également. Donc, cette procédure avec le gène RAS. Donc, finalement, donc, ces mêmes mécanismes mènent également à une longévité plus élevée des souris. Donc, et les souris vivent non seulement plus longtemps, mais mènent une vie également beaucoup plus saine. Leur corps est plus sain. Donc, d'abord, on a fait la preuve avec la levure, ensuite avec les souris. Alors maintenant, on peut également procéder à des mammifères plus grands et puis analyser également les êtres humains et des maladies comme le cancer. Donc, beaucoup de processus sont contrôlés par ces hormones. Non seulement l'IGF-4, mais aussi les autres récepteurs d'hormones jouent un rôle important. Donc, il faut regarder, connaître ce processus pour comprendre l'ensemble du système. Cela veut dire qu'il faut se demander comment arriver comment venir d'une approche pro-aging à une approche anti-aging. Donc, tout d'abord, il faut regarder le cycle de la reproduction. Donc, il faut le processus de la reproduction peut être relancé à tout moment. Et cela est important. Et cela vaut pour les mammifères, c'est surtout la protéine IGF-1. Et il y a donc le gène RAS. Donc, ce sont en fait des facteurs qui conditionnent les activités RAS chez l'être humain. Et ce sont des réactions en chaîne qui sont déclenchées.
Maintenant, il faut se demander comment appliquer ce savoir contre donc le vieillissement, dans le domaine du vieillissement et des maladies. Bien sûr, nous travaillons dans ce domaine dans notre institut, mais il n'y a pas, disons, de médicaments contre le vieillissement. Cela n'existe pas. Il y a une maladie, c'est vrai, que l'on peut traiter avec des médicaments, mais le vieillissement en tant que tel n'est pas une maladie. Donc, on ne peut pas donner des médicaments à titre préventif. Et l'industrie pharmaceutique a également cette même vue des choses. Donc, cela me fait revenir aux jeunes. Donc, les premières expériences que j'ai faites il y a 20 ans, donc c'était assez simple. C'était donc il y a 20 ans, la base sur laquelle je travaillais était assez sûre. Et donc, j'avais constaté déjà il y a 20 ans que le jeûne constituait une bonne approche. Donc, alors ensuite, on a fait justement des études avec les levures, avec les vers. Et maintenant, nous avons terminé une étude avec des souris que nous allons bientôt publier. Comme vous voyez, il y a des facteurs très intéressants. Nous avons pris ici donc l'âge moyenne. Et donc, ce sont des souris qui n'avaient pas fait le jeûne avant. Voilà, les souris avaient 18 mois, 16 mois, et vous voyez le changement au niveau de l'espérance de vie. Les souris vivent de manière plus saine, mais si on transpose cela à l'homme, évidemment, si on se met à jeûne à l'âge de 68 ans, les effets seront moindres. Donc, on va répéter les études, on va les mettre au jeûne jusqu'à un certain âge, et après, on va raccourcir les durées de jeûne jusqu'à 0. Pourquoi ? Les souris perdent de poids, mais plus elles prennent l'âge, plus on pense qu'un jeûne prolongé n'aura pas un effet positif sur leur constitution. Nous avons des analyses qui ont démontré des effets similaires. Cela signifie pour nous qu'il faut mettre en œuvre maintenant ces connaissances. Nous connaissons cela de par la levure. On a rajouté de l'eau. Et après, les levures résistent à l'azote, à la toxicité, par exemple. Vous voyez que les levures présentent une tolérance élevée à la toxicité. Donc, il y a une prolongation de leur durée de vie de 10 fois à peu près. Donc, leur résistance augmente ou se multiplie de 10 fois si on les expose à l'eau et non plus au glucose. Si on transpose donc le jeûne en matière de traitement anticancéreux, il y a les oncogènes qui contrôlent ce système de protection. Les oncogènes sont présents dans les cellules cancéreuses et on peut même inverser le processus RAS, PCA, tout cela. Voilà, vous voyez la chaîne que vous voyez ici. Ce sont les gènes qui contrôlent les cancers et qui peuvent même inverser les processus cancéreux. Voilà, il y a 10 ans, nous avons établi l'hypothèse suivante. Toutes les cellules cancéreuses peuvent être distinguées par rapport aux cellules saines. Il ne s'agit pas de regarder dans un boule magique pour deviner. Non, il faut vraiment analyser de près les cellules cancéreuses. Il faut se placer dans un environnement sûr. Il y a absence de nourriture. Et à ce moment-là, il faut créer un environnement sain. Les cellules cancéreuses auront du mal à s'adapter. Suite à leur définition, ces cellules auront du mal à réagir à cette privation. Toutes les cellules normales peuvent être distinguées donc des cellules cancéreuses. Comment est-ce que nous le faisons en les privant de nourriture? Si on les prive de nourriture, alors il y a cette contre-réaction qui est favorisée. Évidemment, là aussi, nous avons commencé par la levure. On prend de la levure, on va prendre une bouteille, on rajoute de la levure, on rajoute de l'eau. Les cellules de levure normales et les cellules de levure cancéreuses, on va donc les comparer. Et même en milieu de bouteille, on parvient à combattre ces cellules cancéreuses. On peut même inverser ces effets dans les cellules. Et c'est faisable, même si on a l'impression d'avoir affaire à la science-fiction. Ici, vous voyez donc les cellules cancéreuses dans la levure. Et ici, uniquement les cellules cancéreuses sont tuées alors que les cellules saines survivent dans un tel milieu.
Voilà, c'est un exemple pour les recherches fondamentales. Et ceci nous montre que même dans un système mixte, ceci peut marcher. Donc, on peut se concentrer uniquement sur les cellules cancéreuses. Évidemment, chez l'homme, c'est beaucoup plus complexe. Le jeûne provoque pas mal d'autres processus en parallèle. Beaucoup de personnes étaient sceptiques si ça allait marcher au niveau des mammifères. C'est pourquoi nous avons utilisé la même étude sur des souris et l'expérience a été simple. On a pris une souris, voilà, elle a été mise au jeûne pendant 3-4 jours. Après, elle a été soumise à une chimiothérapie, ce qui était un stress énorme, une charge énorme. Et quel a été le résultat? Voilà, les résultats étaient nettement meilleurs. Les souris se portaient nettement mieux. Vous voyez les trois types, les trois variétés de souris que nous avons utilisées. Il y avait les souris rouges qui avaient été soumises à un jeûne avant la chimio. La ligne bleue vous montre les souris qui n'ont pas jeûné avant la chimio. Et vous voyez que l'effet est très significatif dans cette expérience. Toutes les souris ayant jeûné ont survécu, alors que les autres, qui se sont nourries normalement, ces souris étaient même mortes après l'expérience en partie. Donc, vous voyez que ces effets forts et positifs sont présents notamment pour ceux qui se mettaient au jeûne. Et pour toutes les chimiothérapies, pour tous les médicaments, on peut obtenir de tels résultats si on utilise la thérapie du jeûne. Donc, il faut utiliser aussi cette thérapie en milieu clinique. Ici, la ligne bleue et la ligne rouge pour ceux qui se sont alimentés et les autres qui se sont mis au jeûne. Et pour les oncologues, les cancérologues, là, ils étaient sceptiques parce que les patients cancéreux souffraient déjà d'une perte pondérale, donc ce n'était pas faisable selon eux. Mais nous l'avons testé. Évidemment, les souris, elles aussi, elles perdent du poids lors de la chimiothérapie. Ils se mettent au jeûne, elles perdent encore plus de poids. Mais finalement, après la fin de la chimio, les souris ont regagné du poids. On a pu prouver cela sur la totalité des expériences. Donc, une fois qu'on applique la chimio sur les souris qui se sont alimentées normalement, alors ces souris perdaient du poids après la fin de la chimio. Évidemment, il y avait des discussions intenses avec les cancérologues. Actuellement, des études sont en cours. Dans ce contexte, voici l'étude avec les souris. Voilà, la télécommande ne marche pas. Voilà, maintenant ça marche. À gauche, vous voyez donc les souris à jeûne. À droite, les souris qui ont pu s'alimenter librement. Et ceux qui étaient à jeûne, elles sont assez heureuses, elles sont actives, elles bougent. Après, il y avait la chimio qui intervenait et la chimio n'avait pas d'effet tellement négatif sur elles. C'est une différence nette qu'on peut observer. Je vais vous montrer maintenant ces programmes avec ces différentes chaînes, les mouches, les vers, les mammifères. Évidemment, partout, on peut observer le même schéma, les mêmes réactions, quelle que soit l'espèce. Et ensuite, le glucose. Ceci a été un thème important aussi. Donc, 70% de glucose qui ont été réduits suite au jeûne. Et il y avait donc des facteurs 11 qui avaient augmenté considérablement. Évidemment, ceci a été un effet énorme et c'est comme un médicament puissant qui aurait été utilisé dans un traitement anticancéreux. La recherche nous coûterait des années et des millions de dollars, mais ici, vous voyez les résultats clairs. Il y a désormais 7 entreprises pharmaceutiques qui s'y sont penchées sur ce récepteur EPGPF1 et son effet sur le cancer. Donc, même dans l'industrie pharmaceutique, il y a des actions en cours. Donc, IGF-1 qui diminue, la chimio qui intervient. Donc là, j'ai présenté des souris avec un mélanome. Ensuite, le taux d'IGF-1 qui baisse. Ensuite, la chimio que vous voyez ici. Et 60% des souris n'avaient plus de cancer après la chimio.
et aucune souris n'avait perdu le cancer pour le jeûne uniquement, mais sans traitement médicamenteux. Mais avec le jeûne et la chimio, il y avait absence de cellules cancéreuses. Pourquoi est-ce que ces cellules cancéreuses ont disparu? Évidemment, la toxicité a eu un effet plus important sur les cellules cancéreuses parce que les cellules cancéreuses ne sont pas mises en mode de protection. Ici, vous voyez donc le taux IGF-1. Je peux même inverser le processus complet et évidemment, il y a une amélioration nette. Donc, le facteur IGF-1 constitue un des facteurs principaux dans nos études. Par rapport à l'homme, j'ai voulu présenter notamment les activités au niveau du cerveau. Les corps cétoniques augmentent après quelques journées de jeûne. Donc, cette concentration augmente, 10 journées de jeûne, 12 journées de jeûne. Et si vous voyez l'activité du cerveau, ça change. Auparavant, il y avait l'utilisation du glucose uniquement au niveau du cerveau et après, il y a l'alimentation à base ou l'apport énergétique sous forme de corps cétonique. Donc, il y a un véritable transfert, une véritable adaptation par rapport au fonctionnement du cerveau. Nous avons consacré beaucoup de travaux à cette région-là. Là, il y va donc des fonctions cérébrale au moment du jeûne. Ici, vous voyez une augmentation des activités, des neuroactivités du cerveau. Donc, c'est l'activité chimique du cerveau qui change. Pour protéger le cerveau contre la toxicité de la chimio, ici, on a réalisé un essai de conditionnement face à l'angoisse. Donc, on a provoqué un choc et après, il faut établir une association entre le contexte et une tonalité qu'on entend ou au choc que les souris ont vécu. Donc, c'est une sorte de préconditionnement qu'on réalise. Première journée, deuxième journée, dans le même contexte, la même situation qu'elle traverse à chaque fois. Et cette tonalité crée un choc sur les souris. Quel est le résultat de cet essai? Les souris subissent donc une chimiothérapie et on voit donc une augmentation de l'effet mémoire de ce choc électrique. Et les souris présentent un véritable effet de mémoire. Donc, dans l'hippocampe, cette expérience est ancrée. Et si les souris sont en plus mises à jeûne avant le traitement, on peut même inverser les dégâts au niveau cérébral. Donc, si cette tonalité est liée au choc électrique, on constate que le jeûne présente un effet de protection au niveau cérébral. Voilà, c'est la néogénèse qui intervient. Ici, vous voyez un effet négatif sur les rongeurs. Ils doivent traverser cette passerelle, ils doivent tourner en rond dans leur roue de hamster. C'est un training qui est réalisé. Ensuite, il y a l'épuisement. Mais grâce au jeûne, l'épuisement est moindre par rapport au groupe témoin. Après avoir réalisé une chimiothérapie, on constate que les résultats sont nettement moins bons pour le groupe bleu, pour le groupe témoin. Voilà les essais que nous avons réalisés sur les souris. Et pour l'homme, il y a les mêmes résultats. Donc, renforcement des muscles, renforcement de la constitution globale grâce au jeûne. Donc, le jeûne exerce un effet de protection et permet de soutenir et d'accompagner positivement une chimiothérapie en réduisant le taux IGF-1. Et on le voit aussi au niveau des réactions du corps. J'avais déjà parlé des études cliniques, vous les voyez ici. Nous avons testé une quinzaine de personnes et dans les 6 mois qui viennent, nous aurons donc des résultats auprès de USC.
Nous allons appliquer une durée de jeûne de 5 journées et nous allons réaliser des jeûnes intermittents pendant 2-3 mois et on va donc aussi enregistrer les résultats. Nous réalisons donc des entraînements avec les participants. Nous analysons les paramètres sanguins, les globules blanches, etc. La dernière partie de la présentation concerne les cycles de jeûne et l'effet qu'ils exercent sur les cellules cancéreuses. Évidemment, nous sommes déjà convaincus de l'effet positif, mais maintenant, nous devons montrer l'effet vraiment exercé sur les cellules cancéreuses. Sinon, nos études ne seraient pas validées. Il faut vraiment démontrer directement l'effet nocif sur les effets cancéreux. Nous avons commencé par des études sur les levures. Nous avons pris une levure cancérogène et nous avons utilisé de l'eau et du glucogène. Qu'est-ce qui arrive dans l'eau? Ici, vous voyez les derniers cycles. La sensibilité des cellules augmente. Dans l'eau, la sensibilité augmente. Et ici, vous voyez l'effet des produits toxiques, de médicaments toxiques. Les cellules cancéreuses accumulent des mutations et ce cumul de mutations facilite la croissance aux cellules cancéreuses, mais ces cellules ne sont plus tellement intelligentes, elles sont confondues. Donc si on accumule les problèmes au niveau cellulaire, tout marche bien tant que le système reste simple. Et si vous continuez à vous alimenter normalement, alors les cellules cancéreuses ont le glucose dont elles ont besoin, les protéines, les minéraux. Et c'est ce que souhaite le cancer. Il veut avoir tout à sa disposition. Mais si vous changez votre régime alimentaire, le cancer est confondu. Il ne sait plus ce qui se passe. C'est la théorie sous-jacente, finalement. Évidemment, le cancer est irrité car il a du mal à gérer ce milieu, ce contexte. Et c'est ce qu'on peut observer. Prenez un mélanome. Et après, il y a un jeûne qui intervient, différents niveaux de jeûne qui interviennent. Et là, vous voyez des cellules du cancer du sein et ça change après le jeûne. Et après, il y a la chimio qui intervient. Et là, vous avez des effets de synergie qui sont créés entre les deux thérapies. C'est bien sûr très utile pour un environnement clinique. Ici, on a travaillé sur du glucose, mais si vous combinez cela aux souris, ici, des souris cancéreuses avec des cellules de cancer de sein, les cycles de jeûne de 3 journées, et après, vous regardez les cycles de jeûne qui interagissent avec les autres thérapies. Ici, vous avez l'effet de la chimio. Évidemment, là, il y a absence de guérison. Mais si vous combinez les deux thérapies, jeûne et chimio, il y a des effets vraiment significatifs. Il y a une grande différence par rapport à l'application d'une seule thérapie de chimio. Et c'est incroyable, ces résultats. Un jour, éventuellement, on pourra remplacer éventuellement la chimio par le jeûne. Actuellement, ça ne fait que retarder les effets négatifs du cancer. Mais si vous combinez cela, ces traitements, prenez encore une fois le mélanome. Et si vous voyez donc les cellules cancéreuses, même sans chimio, ces cellules ces cellules ne risquent pas de disparaître parce que les cellules cancéreuses, elles aussi, peuvent s'adapter un peu à un environnement qui change. Donc, il nous faut quand même le traitement par chimio. Le jeûne est quand même très utile. Il faut combiner ces deux thérapies pour tuer vraiment les cellules cancéreuses. Donc, si on combine les thérapies, on peut vraiment apporter des plus grands dégâts au cancer. Même avec un seul cycle de jeûne, vous pouvez déjà réduire la mortalité de 90%. Vous pouvez même aboutir à un organisme sans cellules cancéreuses. Même avec un cycle de jeûne, il y a déjà quelques souris sans cancer. Et si vous multipliez les cycles de jeûne, vous pouvez aboutir à un taux de guérison de 20-60% et autres. Il y a une étude suisse très ambitieuse qui a été publiée. Là, ils avaient affaire à des millions de cellules cancéreuses et un autre type de cancer. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on a seulement la thérapie chimique appliquée. Là, il n'y a pas
de survie des cellules. Il n'y a pas de disparition complète des cellules cancérigènes. Et si on utilise un cycle de jeûne, vous avez 50% des cellules cancéreuses qui ont disparu. Je ne vais pas expliquer ces mécanismes en détail. Voilà, c'est le modèle suisse. C'est notre modèle. Il y a différents modèles utilisés dans le monde scientifique, mais pour chaque type de cancer, il faut utiliser un autre mécanisme, un autre modèle. Et grâce aux jeunes, on crée un environnement de confusion pour les cellules cancéreuses. Et évidemment, les mutations accumulées par la cellule cancéreuse rendent une adaptation plus difficile. Et moins elles sont adaptées, plus le processus de guérison devient simple. Pour l'homme, évidemment, c'est plus compliqué. Ça prend plus de temps d'établir des études randomisées. Donc, nous avons pris plusieurs études. En 2008, nous avons donc réalisé nos études et là, on voulait intégrer nos études dans les études oncologiques parce qu'on pourrait quand même coopérer avec quelques cancérologues pour qu'ils intègrent nos cycles de jeûne, donc 10 patients avec des périodes de jeûne entre 60 et 100 heures. Il y avait différents patients. Il y avait le cancer du sein, le cancer de la prostate, etc. Voici le résultat. Il y avait des différences importantes par rapport à ces 10 patients. Et il y avait l'épuisement, les nausées, la diarrhée, voilà tous les problèmes dont ils souffraient. Et en rouge, vous voyez les patients qui sont alimentés normalement. Et en bleu, les patients à jeûne. Vous voyez les différents effets secondaires qui ont été exprimés différemment dans les deux groupes. La phase 1 de l'étude clinique est terminée. Ici, vous voyez les différentes quantités d'heures de jeûne en gris, 24 heures, en bleu clair, 48 heures, 72 heures en bleu foncé. Et si vous mettez au jeûne pendant 24 heures, vous constatez que les effets secondaires ont été plus importants. Le groupe témoin, ici, vous voyez quand même des effets secondaires très importants. L'effet de la chimiothérapie. Ensuite, les lymphocytes que nous avons analysés avec un jeûne de 24 heures, de 27 heures, une ligne grise et bleue en bleu foncé, un jeûne de 72 heures. Ici, vous voyez la ligne normale. Donc, effet très positif grâce au jeûne. Qu'est-ce qui s'est passé? Les patients cancéreux et les oncologues nous ont prié d'établir un régime à utiliser par les patients. Il y a quelques années, ils nous ont aussi alloué quelques ressources pour élaborer un tel schéma de régime alimentaire, donc un régime alimentaire spécial destiné aux patients cancéreux. Nous avons donc utilisé les différents aliments qu'avaient ingurgité les souris. On a analysé les effets qu'avaient les aliments sur les souris et nous avons transposé cela aux hommes. Nous avons actuellement 4 études cliniques en cours qui analysent cela de plus près. Qu'est-ce qu'on a constaté au niveau du cancer du sein? Ici, si on utilise un cycle avec CP, et ici, vous voyez donc les traitements cliniques avec 4 à 6 cycles de jeûne et on a combiné cela à une chimiothérapie. Et vous voyez donc le nombre de patients sans cancer et le nombre de patients avec cancer. Voilà, baisse de IGF-1, le glucose qui baisse. Et ceci a un effet sur les cellules cancérogènes, les oncogènes qui ne réagissent pas à la privation. Évidemment, ces oncogènes veulent retourner à un état de croissance, mais quand même, les cellules deviennent vulnérables face aux médicaments. Depuis des millions d'années, les cellules saines savent comment réagir à des situations de privation.
donc on l'a vu au niveau de la levure, etc. Les cellules saines activent un mécanisme de protection. Ceci les rend donc plus fortes. Les cellules normales se remettent à zéro, se concentrent sur leur propre santé et elles commencent à activer des mécanismes de défense. C'est la différence par rapport aux cellules cancéreuses. Nous réalisons pas mal d'études cliniques actuellement auprès de notre hôpital universitaire. Et ici, on a donc alimenté les patients avec ce régime spécial que nous avions au point. 75% des patients optent pour ce régime alimentaire. Ils l'apprécient. Mayo Clinic utilise aussi ce type de régime avec l'Université de Leiden. Et il y a aussi l'Université de Gênes qui ont aussi réalisé une étude clinique. Cette étude est en cours. Notamment dans le domaine du cancer du sein, cet hôpital est très actif. Donc là, il combine le jeûne et les traitements chimiques. Il y aura donc sous peu plus de résultats disponibles. Donc, il y aura quand même un nombre important de patients qui seront analysés de plus près et ces hôpitaux s'échangent entre eux, les cancérologues s'échangent entre eux et ils constatent quand même qu'il y a pas mal d'effets positifs. Et c'est une nouvelle forme de reconnaissance qui se crée. John Waldheim et les collègues. Voilà le vieillissement, Tom Johnson, qui s'est penché donc sur le thème du vieillissement. C'est le pionnier en matière génétique et en matière de vieillissement aussi. Voilà, il était au début, et M. Finch aussi, qui gère le bureau à côté de moi. C'est mon tuteur, pour ainsi dire, mon tuteur universitaire. Évidemment, je suis très reconnaissant face à ces personnes et face aux informations qu'ils ont réunies. Je tiens à remercier aussi Françoise et sa famille, Raymond Wilhelmi aussi, parce que c'est quand même la meilleure place dans le monde où il faut se rendre si on veut se mettre aux jeunes, parce que eux, ils sont des véritables professionnels, ils ont une expérience de longue date et c'est une équipe très couronnée de succès. Évidemment, nous coopérons de manière intense pour faire avancer cette thématique, pour que ça devienne un thème de mainstream, pour ne pas être exotique et écarté du reste. Non, il faut que cette thérapie soit acceptée, il faut que ce soit vraiment une approche bien établie dans la médecine pour traiter, par exemple, le cancer et d'autres maladies. Donc, je tiens à remercier à toutes ces personnes. Donc, merci à toutes ces personnes en Californie. Ici, vous voyez les différentes personnes qui nous ont soutenus dès le début, qui n'ont pas hésité, qui n'ont pas dit mais non, le jeûne c'est une folie. Non, ces personnes se sont engagées activement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous soutiennent activement.